mettre en place pour l'instant parce qu'il faut mettre en place un système je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bon, il y a un truc à faire que je ne peux pas faire tant que je suis pas affiliée, et pour ça il faut un certain nombre de critères, dont avoir 50 followers. Donc on est à 17, on va y arriver aux 50 à l'occasion. En tout cas, n'hésitez pas à tenter d'interagir avec Gildas, on verra bien. Ouais, nourrir Gildas, il a pas du tout eu l'air de réagir, donc j'espère qu'il va level up. Écoute, ce serait cool. En tout cas, on se retrouve donc dans ce nouveau format dans lequel on va parler de sujets de développement personnel. Donc là, ça va être les émotions ce soir. J'ai pensé aussi à faire les besoins, je pense qu'on parlera d'hypersensibilité. Dimanche dans le live, il y a Elise qui m'a demandé de faire un live sur la méditation active. Donc c'est une idée que j'ai notée. Pour l'instant, c'est des idées que j'ai, il y en aura certainement plein d'autres, et si vous, dans le chat, vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas à me le dire, et ce sera avec plaisir. Écoutez, ce que je voudrais dire quand même un petit peu avant de commencer, c'est que dans le développement personnel, on a parfois tendance à présenter les choses en disant voilà, il y a tel truc, c'est comme ça, voilà ce qui se passe, etc. Et il faut quand même se rappeler qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'il y a plein de choses qu'on sait aujourd'hui qui seront peut-être plus vraies dans 5 ans. Et donc, moi, je vais vous présenter un petit peu ce que je sais des émotions. Je vais vous expliquer d'où viennent mes données, comment je sais tout ça, qui est-ce qui me les a transmises, et puis, et sur quoi c'est basé, surtout, c'est tout ça qui va vous intéresser. Mais c'est pour vous dire, quel que soit le sujet, et peut-être particulièrement sur les émotions, mais en vrai, quel que soit le sujet dans la vie, d'ailleurs, j'ai envie de dire, pas forcément que en dev perso, vous risquez d'entendre des sons de cloche différents. Peut-être que je vais vous dire des choses et que vous allez entendre autre chose ailleurs, et c'est possible, et qui a raison, qui a tort, voilà, j'ai envie de dire, on ne sait pas, il y a plein de sujets comme ça dans la vie, même la plupart des sujets dans la vie, eh bien on n'a pas toutes les connaissances, on évolue petit à petit, et donc voilà, je pense que c'est quelque chose à toujours garder en tête, surtout quand on parle de dev perso, parce que ça c'est un sujet aussi sur lequel je ferai certainement un live, c'est pourquoi et comment le dev perso est parfois un petit peu, ou peut être en tout cas culpabilisant, et typiquement ça en fait partie à mon sens. Donc voilà, sur les émotions en particulier, c'est un sujet qui est étudié depuis pas si longtemps que ça, alors ça fait peut-être, je sais pas, une trentaine d'années, mais bon, à l'échelle de l'humanité, c'est très peu, même à l'échelle de la psychologie, c'est relativement court. Moi, les infos que je vais vous donner, et ce sera le cas de la plupart des infos que moi je vais vous passer, ça vient en général, c'est basé sur les neurosciences, pardon, c'est-à-dire l'étude du fonctionnement du cerveau, et donc qu'est-ce qu'on en tire comme données. C'est les données les plus récentes qu'on ait. Encore une fois, c'est aussi fait avec les machines qu'on a aujourd'hui, donc en général on étudie ça avec les IRM. Peut-être que dans 5-10 ans, on va s'apercevoir qu'en fait, c'était pas tout à fait ça, qu'il y a des choses qui ont évolué, etc. etc. Et notamment sur les émotions, pour vous donner quelques exemples, vous avez peut-être déjà entendu parler des 4 émotions principales. Sachez que le type qui a dit il y a 4 émotions principales, lui-même 30 ans après a dit les gars je me suis gouré, pardon il n'y en a pas 4, il y en a 16. Donc voilà, gardons ça en tête tout au long de ce live et globalement de tous les lives de ce format-là. D'où viennent mes infos à moi? Moi je me suis formée en particulier sur les émotions auprès d'une équipe de psychologues chercheurs qui travaillent en partenariat avec l'EM Lyon, qui est donc une école de commerce. Donc eux travaillent principalement sur les émotions en général et particulièrement adaptées au management. Et ces équipes de chercheurs travaillent aussi avec d'autres chercheurs en Suisse et en Finlande. Voilà, donc ils travaillent notamment sur, comme je vous disais, les neurosciences et les émotions. Donc c'est de là que viennent les informations que je vais vous transmettre. Voilà un petit peu comment va se passer ce live. Moi je l'ai prévu en 2 parties. La première partie, c'est, on va parler un petit peu des émotions en général, je vais vous poser plein de petites questions, on va voir comme ça, tester un petit peu vos connaissances sur le sujet.
Et dans une deuxième partie, j'ai prévu de focaliser un peu plus sur la gestion des émotions. Moi, j'aimerais bien quand même que ces lives soient pas trop longs. Si ça pouvait durer une demi-heure, 3/4 d'heure max, ce serait cool. Donc on va voir en fait en fonction de vos réponses, de s'il y a beaucoup de questions ou pas, où est-ce qu'on en est pardon, à la fin de la première partie. Si je vois que on est déjà à 35-40 minutes à la fin de la partie vraiment sur les émotions, je pense que la gestion des émotions, je le ferai la semaine prochaine dans un autre live pour pas non plus faire un truc qui va durer 1 heure et demie. Voilà. N'hésitez pas à réagir, à me dire si ça vous convient comme fonctionnement dans le chat. Peut-être que vous en foutez. Bonsoir John McLean. Je sais qui tu es. N'hésitez pas à réagir, à me dire si ça vous convient, si ça vous convient pas, si peut-être vous avez envie de passer 4 heures avec moi pour parler des émotions, et bien dites-le moi, nous le ferons. Non, on ne le fera pas, mais peut-être qu'on peut tirer un petit peu plus. Donc voilà. On va commencer du coup la première question que j'ai envie de vous poser, qui est très simple et en même temps pas si simple que ça. C'est simplement, qu'est-ce que c'est une émotion à votre avis si vous deviez expliquer ce qu'est une émotion? Titre. C'est le jeu titre. Parce que si j'ai dit un truc qui était un titre, je n'ai pas percuté. Désolé. Ou si c'est une erreur, n'hésite pas à me le dire. Ah merde! Gildas. Ah non, il est passé level 2. Putain, je sais pas ce qu'on a fait, mais il est passé level 2, Gildas. Trop cool. Bon, écoutez, tant mieux. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat ce qui est une émotion selon vous, si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien. Un extraterrestre qui débarque, qui vous dit explique-moi ce que c'est une émotion, ou un enfant qui vous demande une définition d'une émotion. Qu'est-ce que vous lui dites? C'était ça pour titre? Je sais pas ce que j'ai dit du coup. Je ne sais pas ce que j'ai dit qui était un titre. Donc n'hésite pas à me le dire. Il y a un petit décalage avec le chat, donc j'ai pas tout de suite vos réponses. Ça met un petit peu de temps pour moi, je sais pas pourquoi. La définition d'une émotion, à votre avis? En général, ça c'est une question que je pose très souvent à mes clients en session. En règle générale, on trouve. En général, les gens paniquent un petit peu quand je leur demande ce que c'est qu'une émotion, mais les gens finissent par trouver, donc normalement, ça va. Une émotion, c'est le corps qui essaye de nous montrer quelque chose. Ok, donc ce serait quelque chose qui proviendrait du corps, c'est ça? Welcome Gildas le vrai. Bienvenue, tu as fait monter la petite barre de Gildas. Il est très content visiblement. Donc ce serait le corps du coup, Chris, qui aurait besoin d'exprimer quelque chose, c'est ça? Qui voudrait nous montrer quoi par exemple? Camarade. Une réaction à un événement marquant, ok, donc c'est une réaction. Quel type de réaction, à votre avis? Question qui n'est pas si simple finalement. Alors ce qui est fou, c'est que des émotions, on en ressent tous plusieurs fois par jour, même plusieurs fois par heure, même parfois plusieurs fois par minute. Donc c'est quand même quelque chose qu'on expérimente tous et toutes de manière répétée et quotidienne, et on se pose jamais la question de ce que c'est, d'où ça vient. Qu'est-ce que tu entends par physiologique du coup? Donc moi ce que je comprends, c'est que ce serait une réaction chimique du corps avec comment dire, les hormones qui se manifestent et tout ça, et que ça crée une réaction dans le corps. Est-ce que c'est à peu près ce que tu veux dire? Une réaction sentimentale, je vais faire une proposition. Est-ce que si on parle de ressenti, John McLean, est-ce que ça te va? Est-ce que ça irait pour toi comme explication par rapport à sentimental? Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu veux dire? Oui, ok, super. C'est un peu ça. Donc une émotion, c'est effectivement un ressenti physique qui va se manifester par plein d'hormones qui vont jaillir comme ça dans notre cerveau et qui vont nous faire passer par des états divers,
physiquement. Donc tu avais raison Chris, il y a une part de physique là-dedans. Très bien. Donc maintenant qu'on a défini un petit peu plus ce que c'était une émotion, oui par exemple, je suis en colère, je me mets à sécréter du cortisol, je suis tendue, etc. Oui, je vois que tu as des petites connaissances sur les émotions. C'est tout à fait ça. À votre avis, justement, comment il fait le cerveau pour choisir? Par exemple, Chris, tu donnais l'exemple de la colère. Tu es dans une situation, comment on sait, comment le cerveau sait, comment notre corps sait que c'est la colère qui doit arriver, que c'est ça l'émotion qui est appropriée? Comment il choisit en fait dans le panel des émotions, comment notre corps choisit parmi toutes les émotions qui existent, il se dit là, let's go, c'est la colère qu'il faut. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée, d'ailleurs, déjà? Alors je ne sais pas si c'est le délai du chat ou si cette question vous laisse pantoise et que vous n'avez pas d'explication et que peut-être vous ne savez pas. Certaines émotions engendrent un comportement. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Ça s'appelle les manifestations d'une émotion. Donc une émotion, quand elle débarque, elle va avoir plein d'impacts. Donc tu l'as dit, tu as parlé du cortisol, donc ça c'est une hormone. Le cortisol, c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est l'hormone du stress, mais aussi l'hormone de la colère, etc. Du coup, ça va impacter tout notre organisme. Donc on va avoir plein de manifestations des émotions, on va avoir des pensées qui sont liées à ces émotions. Si on reste dans la colère, ça peut être, je sais pas, oh là là, je suis hyper énervée, ça me saoule, pourquoi il s'est passé ça, c'est inadmissible, etc. etc. Ça va être des comportements, je vais agir d'une certaine manière, etc. etc. Je me suis jamais posé la question, ok, par rapport à notre expérience d'enfance. C'est pas totalement faux, ouais, ça en fait partie. Donc le cerveau va essayer de choisir la plus appropriée. Ouais, il va essayer de choisir la plus appropriée. Et pour faire ça, le cerveau va se poser des questions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus émotionnel. Désolée, je pose ma tasse de thé, ça fait un petit peu de bruit. En gros, nous, on a l'impression que quand il y a une situation, quand on fait face à une situation, on va directement, on a la situation directe, on va ressentir une émotion. Parce qu'on n'a pas conscience de tout ce processus qui se met en place, qui est hyper rapide, mais en réalité, notre cerveau, en attendant, lui, va se poser un certain nombre de questions. Déjà, il va prendre la situation, ce qu'on va appeler le déclencheur. Parce qu'une émotion ne débarque pas toute seule. Une émotion arrive parce qu'il y a quelque chose qui la déclenche. Donc cette situation, ce déclencheur, notre cerveau va la regarder, il va dire « Ok, donc ça, c'est la situation. Très bien. » Il va se poser un certain nombre de questions. Je regarde un petit peu mes notes pour être sûre de vous les donner dans l'ordre. La première question qui va se poser, c'est « Est-ce que cette situation, je la connais déjà ou pas? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que j'ai déjà été dans cette situation ?» Il va analyser un petit peu comme une base de données pour voir est-ce que dans mon histoire, donc c'est pour ça quand tu parlais John McClane de ton passé et des souvenirs d'enfance, etc., nos expériences d'enfance, c'est en partie vrai puisque ça fait partie des expériences que notre cerveau va analyser. Pardon. Ensuite, il va se demander, est-ce que cette situation, elle est plaisante ou pas? Est-ce que je kiffe ou pas? C'est un bon moment, c'est pas un bon moment? Je sais pas trop. Donc voilà, il va décider si c'est agréable, pas agréable. Après, il va se demander quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est si cette situation, je n'ai pas le comportement adapté, s'il y a quelque chose de pas cool qui se passe, est-ce que c'est grave ou pas? Clairement, si je suis dans une situation où ma vie est en danger, l'enjeu n'est pas le même que si, je sais pas, je suis en colère après mon conjoint parce qu'il n'a pas fait la vaisselle. Voilà, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Ensuite, il va regarder, toujours avec cette histoire des événements passés, est-ce que je suis capable de faire face? Est-ce que s'il y a un problème, si ça dégénère cette situation, est-ce que j'ai les compétences pour savoir comment réagir ou pas?
Alors, vous doutez que si la réponse c'est non, l'émotion, elle va grandir d'autant plus. Et puis, enfin, maintenant qu'il a fait tout ça, qu'il a regardé un peu la situation, il va se dire, ok, dans ce genre de situation, normalement, selon ce que j'ai appris de la vie, de la société, et selon mes propres valeurs, quelle est normalement l'émotion qui me paraît la plus appropriée à ce type de situation. Donc c'est comme ça qu'il va déterminer si on va ressentir plutôt de la colère, plutôt de la joie, plutôt de la peur, plutôt autre chose. Est-ce que ça c'est clair pour le processus émotionnel? Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce truc-là? Sachant que ça c'est quelque chose qui arrive systématiquement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une émotion ou à chaque fois qu'on a un nouveau déclencheur, c'est ça qui va se passer. Donc encore une fois, nous on ne se rend pas compte qu'il y a ce processus émotionnel. Par contre, il y a un moment où on le voit très clairement, c'est cool. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous savez, vous êtes chez vous, il y a quelqu'un qui vous fait peur. Et sur le moment, vous allez avoir super peur, vous êtes hyper flippé, parce que y a eu un bruit, il y a eu quelqu'un, vous ne vous y attendiez pas, etc. Et puis dans un second temps, vous réalisez que en fait, c'est votre neveu, votre nièce, votre cousin, votre frère, bon, peu importe, quelqu'un que vous connaissez bien, et qu'en fait, il n'y a pas de risque. Et d'un coup, l'émotion, ça fait un peu un sentiment un peu de montagne russe, où on monte très haut dans la peur, puis ça redescend, et puis on repart dans une autre émotion qui va être, ça peut être rigoler, parce qu'on se dit « Ah putain, mais quelle bonne blague, tu m'as bien fait peur, tu m'as bien eu », ou ça peut être de la colère, parce qu'on a justement, on se dit « Mais putain, mais tu te rends pas compte, ça aurait pu être dangereux, tu m'as fait hyper peur ». Voilà, donc ça, c'est un moment, je trouve, où on ressent un petit peu ce truc de processus, parce que en général, entre le moment où on passe de l'émotion 1 à l'émotion 2, on a un peu de « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est le temps que le cerveau il fasse son petit processus pour se dire « Merde, je me suis gouré d'émotions, c'était pas la bonne, la situation est la même, mais l'enjeu a changé, et c'est plus une situation inconnue, ça devient une situation connue, etc. » Donc il faut qu'il refasse un petit peu son petit processus, tout simplement. Maintenant qu'on a dit tout ça, donc on a des émotions, c'est un ressenti, ça s'exprime de plein de manières différentes, physiques, par les comportements, etc. À quoi ça sert, les émotions? Pourquoi on a des émotions? Est-ce que vous savez à quoi elles nous servent au quotidien? Est-ce que ça nous sert déjà? Parce que parfois j'ai des gens qui me disent en session que ça sert à rien, donc vous avez le droit de penser aussi que peut-être ça sert à rien. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on ressent des choses en fait? Est-ce que ça nous est utile? Est-ce que ça, voilà, à quoi ça nous sert au quotidien, ou même en tant qu'humain? Est-ce que ça a un rôle dans notre évolution, c'est ce qui fait vivre? Ça sert à faire des choix. Qu'est-ce que tu entends par c'est ce qui fait vivre? Ça sert à faire des choix? Oui. Tout à fait. Est-ce que tu saurais expliquer comment ou pourquoi ça sert à faire des choix? Dans quelle mesure ça intervient dans nos choix? Parce qu'on pourrait se dire aussi que si on fait des choix complètement émotionnels et juste basés sur les émotions, on peut aussi faire de mauvais choix parce qu'on va partir dans quelque chose qui n'est pas du tout rationnel. Tous les souvenirs que j'ai, c'est toujours lié à une émotion forte. Oui, c'est pas étonnant parce qu'effectivement, on va garder les souvenirs marquants, c'est ceux qui nous ont fait effectivement ressentir quelque chose de fort à un moment donné, quoi. Donc oui, ok, donc c'est lié à la vie, c'est ça que t'entends, Chris? C'est lié à la vie dans ce sens-là? Parce que ça nous fait vivre des choses fortes avec des souvenirs importants? Je vais commencer à répondre du coup, parce que vous avez quand même déjà donné un petit peu des réponses et que je vois que ça met un petit peu de délai. Oui, vivre ses émotions, créer des souvenirs, etc. Ok. Les émotions, c'est un guide intérieur. Un guide qui va nous servir à savoir si on se sent bien ou si on se sent pas bien. Et au-delà de comment on se sent, ça va nous indiquer du coup si nos besoins sont comblés ou si nos besoins ne sont pas comblés.
Et là, j'ai envie de vous poser une autre question, les amis. À votre avis, c'est quoi un besoin? Je vous laisse répondre dans le chat. En attendant, je vous le dis, autant je vous disais tout à l'heure, la question quand je pose à mes clients la question de qu'est-ce qu'une émotion, en général, il y a quelque chose qui vient, il y a un petit moment de panique, puis assez rapidement, il y a une définition qui vient. Quand je demande aux gens ce qu'est un besoin, de me donner la définition d'un besoin, dans 90% des cas, si c'est pas plus, la réponse qu'on me donne en général, c'est un besoin, c'est quelque chose dont on a besoin. Et techniquement, c'est vrai, un besoin est quelque chose dont on a besoin, mais si c'est la réponse que vous aviez en tête, n'hésitez pas à l'expliciter un petit peu. Quelque chose de vital, quelque chose de nécessaire à notre survie, à notre bien-être. Ouais. Alors, Gildas Levray, je pense aux besoins vitaux, que sont boire, manger, dormir. Car oui, je rappelle que dormir est un besoin vital, on meurt si on ne dort pas assez. Pourtant, très souvent, enfin je crois que la plupart des gens même manquent de sommeil en permanence, donc c'est un besoin vital dont on ne prend pas très soin. Mais effectivement, sont pas toujours des besoins vitaux. Par exemple, tout ce qui est le besoin de reconnaissance, le besoin d'échange, le besoin de partage, le besoin de sécurité, tout ça, ce sont pas forcément des besoins vitaux, on va pas mourir si on les a pas. Par contre, on va pas se sentir super bien. Clairement, au niveau de notre bien-être, ça va pas être l'éclate. Le besoin est une envie qui, une fois comblée, a tendance à disparaître. C'est oui, mais en fait, ta définition, elle est bonne, sauf que c'est pas une envie. Il y a une différence entre besoin et envie. Une envie, c'est ça me ferait plaisir tel truc. Un besoin, il y a un côté, je peux pas être moi-même, je peux pas être pleinement satisfait si j'ai pas ça. Donc ça va au-delà d'une simple envie qui peut passer, qui peut être un peu sur le moment, tiens, ça me ferait plaisir de, je sais pas, acheter tel truc, ou de posséder tel truc, ou de manger tel truc. Voilà, ou de voir mes potes, ce serait cool, mais c'est pas forcément un besoin. Versus, je me sens vraiment pas bien en ce moment, je me sens super seule, j'ai vraiment besoin de voir mes amis. Donc il y a une petite nuance entre les deux. Donc les besoins, c'est hyper important à notre bien-être. Si on n'est pas, si on comble pas ses besoins, on peut pas être bien. Alors, les besoins vitaux dans un premier temps, parce que clairement, enfin si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, si ça vous dit quelque chose, la pyramide des besoins de Maslow. Maslow c'est un mec, je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il était psychologue ou psychiatre, je ne sais plus. Oui, vous connaissez? Bon bah du coup très bien, je ne réexplique pas. Dans la pyramide des besoins de Maslow, le bas c'est les besoins vitaux. Si on ne sait pas ce qu'on va manger demain, son besoin de reconnaissance, voilà, c'est pas le premier truc dont on va se soucier en priorité. Mais nous, on a la chance de vivre dans des contrées où, a priori, on a ce qu'il faut pour manger, on a à boire, on a pour l'instant de quoi se chauffer, mais ça ne va peut-être pas durer, donc profitons-en. Donc on a la chance de pouvoir se consacrer et se poser la question par rapport à nos besoins autres que nos besoins vitaux. Uber Eats est un besoin? Oui, tout à fait. C'est dans la pyramide de Maslow d'ailleurs, Uber Eats. Je crois que c'est le 4e étage, me semble-t-il. Je ne vais pas dire de bêtises à vérifier, mais il me semble. Et du coup, on a la chance de pouvoir se poser ces questions-là de moi, de quoi j'ai besoin. Et nos émotions, c'est comme un guide interne qui va nous dire là, ça va, tu peux continuer dans ce chemin-là, tout va bien, t'es bien. Ou au contraire, là, c'est pas top, tu vas pas être très bien, ce serait bien de faire autrement. C'est un guide interne vers le bonheur et l'épanouissement finalement. Et donc, comme on a la chance d'avoir ce truc, c'est fou en fait quand on y pense. Enfin, à chaque fois, moi je suis subjuguée. Je veux dire, le corps a un moyen, a un truc qui nous guide pour, même quand nous on n'a pas intégré intellectuellement ce dont on a besoin, il y a une part de nous qui le sait et qui nous envoie une information pour nous aider à aller obtenir ce truc-là. Et donc, en toute logique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nous apprend à ignorer nos émotions, tout simplement, à ne pas en tenir compte,
à les jeter à la poubelle et à faire comme si elles n'existaient pas. Alors, les émotions agréables, un petit peu moins, on a le droit quand même de les ressentir. Les émotions désagréables, je pense que si vous avez envie de vous amuser à mettre dans le chat les phrases que vous avez pu entendre quand vous pouvez dire à des gens je me sens triste en ce moment, ça va pas trop, ouais, je suis un peu en colère, j'ai peur. Est-ce que vous avez des phrases comme ça que vous avez pu entendre qu'on vous a répondu sur l'instant du type non mais tu sais ça va passer si t'y penses pas. Ou des phrases, parce que je vois que vous êtes Gildas le vrai, je ne sais pas qui tu es, donc je vais supposer que tu es un homme. Donc pour l'instant, en tout cas, moi je vois que vous êtes 3 mecs dans le chat. Donc j'imagine que vous avez entendu des phrases du type ne pleure pas parce que pleurer c'est pas viril, ou c'est pas les hommes ça pleure pas, des choses comme ça. Les hommes n'ont pas peur aussi, on aime bien. Enfin, même moi la première, hein, si j'ai peur, je vais chercher mon mec, je très clairement. Après, il fait 1m92, donc voilà, je me sens très protégée derrière lui. Mais je le laisserai volontiers aller dans une situation dans laquelle moi je n'irai pas. Même si on nous le dit pas, c'est ce qui se dit. Et on va nous dire ça perpétuellement. Enfin, je crois que celui qui revient le plus, ça va vraiment être pour tout le monde. Hein, n'y pense pas, ça va passer. Pourquoi tu te mets dans cet état? Ouais. Ça, c'est une super phrase, je te remercie. Yo-yo, je vais arrêter de t'appeler John McClane, car on sait tous qui tu es, Johnny. Mon petit Johan, c'est une phrase qui est hyper intéressante parce que ça me permet de dire quelque chose que j'avais pas prévu de dire et que j'avais zappé. C'est que toutes les émotions sont légitimes. Parfois, on peut aller dans des états émotionnels qui nous paraissent démesurés et ça vaut le coup de se demander pourquoi on se retrouve dans cet état-là. On reviendra là-dessus sur la partie sur la gestion des émotions. Mais quelle que soit l'émotion qu'on ressent, si on la ressent, c'est que pour une partie de nous, c'est ça qui a du sens à ce moment-là. Donc toutes les émotions, mais même, alors ça vaut pour nous, mais aussi pour les autres en fait. Si les autres vous disent ben là je me sens triste, ou il y a eu tel truc qui m'a blessé, etc. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous dites ben moi je comprends pas pourquoi ça t'a blessé. En fait, si la personne le sent comme ça, c'est que elle a vécu les choses d'une manière différente qui, elle, l'a amené à ressentir ça. Peut-être elle n'a pas compris la même chose que vous, peut-être vous avez vu les choses de deux manières différentes, mais nos émotions sont toujours, toujours, toujours légitimes. Et ça, c'est hyper important de le rappeler, quelles que soient nos émotions. Donc nos émotions nous servent à nous indiquer nos besoins comblés, nos besoins pas comblés. Quand on a un besoin qui est comblé, on va avoir une émotion agréable. Ça, c'est notre cerveau qui nous dit « Bien ouais, continue, t'as vu, c'est agréable, bah si tu continues à faire ça, tu vas avoir encore un petit stock d'émotions agréables, donc let's go ». A l'inverse, quand on a un besoin qui n'est pas comblé, eh ben on va ressentir une émotion qui va être plutôt désagréable pour nous dire eh bien cette situation ne convient pas si on changeait, si on faisait quelque chose de différent. Ça pourrait être cool. Et vous avez peut-être noté que je ne parle pas d'émotions positives et négatives, mais d'émotions agréables et désagréables. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Pourquoi on ne va pas dire qu'une émotion est agréable ou désagréable, mais plutôt qu'elle est... Non, on ne va pas dire qu'elle est positive ou négative, mais plutôt qu'elle est agréable ou désagréable. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous pouvez l'entendre, il y a des gens qui disent plaisante, émotion déplaisante, vous pouvez entendre d'autres termes, mais vous risquez d'entendre très souvent en dev perso des gens vous dire non, 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 ne parle pas d'émotions positives et négatives. Si vous avez une idée de pourquoi, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi juste m'écrire dans le chat « je ne sais pas », ça va aussi. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous la partager. Sinon, je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors que dans la vie de tous les jours, je ne sais pas Gildas, dans la vie de tous les jours,
eh ben on parle tout le temps d'émotions agréables et désagréables. Car c'est subjectif suivant les individus. Ouais, c'est vrai. Et il y a une autre raison. L'autre raison, c'est que en fait, toutes les émotions ont des conséquences positives et des conséquences négatives. Je vais rentrer un petit peu dans le détail après, mais avant de faire ça, parce que du coup je vais me baser sur des émotions pour vous donner quelques exemples. Vous avez peut-être déjà entendu dire, et j'en ai parlé au tout début du live, du fait qu'il y avait, en général on parle de 4 émotions principales. Est-ce que vous connaissez les 4 émotions principales, tout simplement? Alors n'allez pas chercher sur Google, jouez le jeu, essayez de me le dire dans le chat, juste de mémoire, juste en voyant un petit peu ce qui vous vient. Est-ce que vous connaissez ces émotions? La joie, yes, c'en est une. Est-ce que vous connaissez les 3 autres? Tristesse, waouh, John McClane au taquet. Joie, tristesse, colère. Yes, il en manque une. Ouais, il en manque une, les gars. Joie, tristesse, colère et la peur. Yes. Bravo, John McClane. Et alors, par exemple, waouh, il y a de la concurrence. Vous êtes deux à dire peur, je vous remercie. Vous avez raison. Donc on les a les 4, joie, colère, tristesse, peur. Par exemple, la joie, on se dit, ça c'est une émotion, on va dire spontanément, c'est une émotion positive. Ok. Mais la joie, en vrai, ça peut avoir des conséquences négatives. Pourquoi tu fais un petit smiley tout triste? T'es trop rapide, John McClane. Ouais. Chris, pourquoi tu fais un smiley? Ah non, il est vénère, c'est un smiley vénère. Est-ce que tu es en train de nous faire les émotions en emoji? C'est très réussi, en tout cas. J'aime beaucoup. La joie, je disais, ça peut avoir des conséquences négatives. Par exemple, quand on est dans une joie extrême et que vraiment on est au top du firmament, et ben on va plus réussir à se concentrer. Si vous vous sentez super bien, super joyeux et tout, et que vous prenez le volant, vous avez un énorme risque d'accident. Et dans ces cas-là, les conséquences de la joie ne sont pas positives du tout. A l'inverse, la colère, par exemple, est une émotion qui a des conséquences super positives. On voit tout le temps les conséquences négatives, en fait. On va se dire, ah mais la colère, c'est pas bien, il faut pas se mettre en colère, il faut être zen et tout. Sauf que la colère, ça nous permet de dire stop, ça nous permet de poser nos limites, ça nous permet de pas nous laisser écraser. Donc c'est une émotion qui a des conséquences super positives. La tristesse, on pourrait se dire que c'est une émotion nulle qui sert à rien. Eh bien c'est faux les amis. La tristesse, ça sert à plein de trucs. Et notamment, quand on est triste, vous l'avez peut-être remarqué, eh ben on va pas trop avoir envie de faire des trucs. On va plutôt avoir envie de rester dans son coin, de rester chez soi et tout. Et c'est parce que la tristesse, ça va nous permettre ça va nous encourager à nous reposer. J'avais jamais vu vu les choses comme ça. En fait, on nous l'apprend pas. On nous dit jamais que les émotions ont des conséquences positives et négatives. Et du coup, c'est pour ça qu'on nous dit ah, il faut ressentir des émotions positives. Ça, c'est cool, ça, c'est autorisé. Par contre, les émotions négatives, surtout, fais comme si elles n'étaient pas là, elles vont disparaître. Ce qui, comme je disais, est dommage parce que les émotions, elles sont là pour nous indiquer si nos besoins sont comblés, pas comblés. C'est un guide intérieur vers notre bien-être, donc c'est quand même un peu con de faire comme si elles n'étaient pas là. Et en plus, elles ont toutes des conséquences positives. Donc la tristesse, par exemple, une de ses conséquences positives, donc je disais, c'est de nous inviter à nous reposer, à prendre soin de nous, passer la journée sur le canapé devant Netflix, à pleurer, par exemple. Ça nous permet aussi d'intégrer quand on a un décès, quand on a une rupture, quand on a un événement difficile, le fait d'être triste et même de pleurer, ça nous permet de vraiment prendre conscience du fait que on est en train de vivre quelque chose qui s'est terminé. Et c'est parce qu'on prend conscience que quelque chose s'est terminé qu'on va être prêt ou prête à démarrer autre chose. Donc c'est super important. Toutes les émotions ont des aspects, des conséquences positives. Donc, c'est hyper important. Une rupture, oui, une rupture, on va être triste, on va peut-être être en colère, on va passer par des étapes qui sont les mêmes que celles d'un deuil.
de même que pour un déménagement, en fait tous les changements de vie nous font passer par les mêmes étapes que celles d'un deuil, donc dans laquelle il y a plein d'émotions différentes, et chaque émotion, elle a un rôle au moment où elle intervient pour nous aider à accepter le changement et à passer à autre chose. D'où l'importance de vivre ces émotions en fait à chaque fois qu'on a un changement, parce que c'est pour ça qu'on va pouvoir prendre un nouveau départ et aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Donc c'est super, super important. On a parlé du coup des 4 émotions principales. Et comme je disais au début, le type qui a dit les gars, il y a 4 émotions principales, j'en ai trouvé 4, c'est celle-là. 30 ans après, il a fait whoop, je me suis gouré, il y en a 16 les gars. Et est-ce que vous voulez tenter de deviner lesquelles? Donc, alors, je précise quand même que les 16, ça inclut les 4 premières. Donc, ça inclut colère, peur, joie, tristesse. Donc, il en reste 12. Je suis nulle en maths. La honte, yes. Tout à fait. Par exemple, la honte, ça va nous permettre de voir un petit peu avec qui on est en phase ou pas dans nos valeurs. Ça va nous permettre aussi de protéger notre estime de nous. Si on se retrouve régulièrement avec des gens qui nous font nous sentir honteux, eh ben, ça va nous pousser à fréquenter d'autres personnes. Ça va protéger notre estime de nous. Le dégoût, oui, je crois que oui. Est-ce qu'il est sous la forme de dégoût? Oui. Yes. Je vais vous les afficher. Je vais vous montrer une petite carte avec les 16 émotions principales. Quand je disais au tout début du live que tout le monde n'est pas d'accord sur les émotions, par exemple, est-ce que l'amour est une émotion? Il y a des gens qui vont vous dire évidemment, il y a des gens qui vont vous dire non, il y a des gens qui vont vous dire on ne sait pas. Donc voilà. Mais a priori, ces 16-là, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Joie, peur, colère, tristesse, honte, extase, rage, agacement, terreur. Alors, joie, peur, colère, tristesse, oui. Honte, oui. L'extase, c'est une émotion, mais l'extase, c'est de la joie plus. C'est de la joie à forte intensité. La rage, c'est de la colère à forte intensité. L'agacement, c'est de la colère à petite intensité. Et la terreur, c'est de la peur à grande intensité. Pas évident de s'y retrouver. Alors, je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, sinon je vais me décaler légèrement. Et je vais vous la grossir un petit peu. Bon, on verra plus trop ma tête, je vais me caler entre le chat et la rouge, je la rediminuerai un petit peu après, juste que vous voyez bien momentanément. Donc on a, là si vous voyez, vous avez de ce côté-là les émotions agréables, de ce côté-là les émotions désagréables. Et les petits ronds, c'est simplement pour donner l'intensité. Parce qu'une émotion, on peut la ressentir très très petit, on peut la ressentir très très fort. Et typiquement, Chris, tu donnais des mots, donc l'agacement, ça va être une petite colère. En général, les émotions, on les met sur une échelle de 1 à 7. Donc l'agacement, ça va être une colère à 1 ou 2. L'intérêt, oui, l'intérêt est une émotion. Ça va de 1 à 2, ça va être une petite colère de 1 à 2, l'agacement. Colère, ça va être à 4-5. Et la rage, ça va être une colère de niveau 7. Donc toutes les petites bulles, là, les petites bulles intérieures, c'est pas trop, enfin c'est faible intensité, et les grosses bulles, c'est grosse intensité. C'est-à-dire, pourquoi l'intérêt en tant qu'émotion? Eh ben, si tu ressens de l'intérêt pour quelque chose, si par exemple, alors, t'es intéressé par un sujet, le fait d'être intéressé par un sujet, tout d'un coup, attends, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va dire que t'es en train de zoner sur Internet, et d'un coup, tu tombes sur un truc qui va créer de l'intérêt, et tu vas dire, attends, mais c'est quoi ce truc-là? Et tu vas creuser un peu le sujet, tu vas dire, ah bon, mais c'est fou, mais c'est dingue, mais il se passe ça, mais il se passe ci, etc. Bah, c'est ça l'intérêt. C'est pas l'intérêt... Enfin, si, ça peut se reproduire, même l'intérêt que suscite quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, d'un coup on se dit, ah mais il y a un truc avec cette personne, c'est intéressant, j'ai envie de creuser, etc. Ça va susciter de la curiosité. Et c'est une émotion. Donc comme je disais, je m'habitue pas à ce truc d'être décalé, c'est vraiment... cette discussion suscite de l'intérêt, eh bien merci Gildas le vrai, je l'espère.
Je m'habitue pas au truc là, en fait je suis en décalé moi, donc là par exemple vous voyez ma main, mais en fait moi c'est ma main gauche qui se lève à droite et je plains les mises météo, je savais pas que c'était une émotion. Non mais en fait en fait on revient toujours au même, c'est que comme on nous apprend pas les émotions, qu'on nous apprend juste à surtout pas les repérer, à rien en faire et basta, et ben du coup on ne se penche pas sur ce que sont les émotions. Et puis encore une fois, c'est des choses qui sont assez récentes. Donc de ce côté-là, les émotions agréables, la fierté, l'exaltation, la joie, la satisfaction. Joie, exaltation et satisfaction sont des émotions excessivement difficiles à reconnaître et à séparer. Le soulagement, l'espoir, l'intérêt et la surprise. La surprise, elle est classée dans les émotions agréables parce qu'on part du principe que le fait même d'être surpris est plutôt quelque chose d'agréable, même si dans un second temps on s'aperçoit que c'est une mauvaise surprise. Voilà, c'est les scientifiques qui ont décidé ça. Si ça se trouve, comme je disais, dans 5-10 ans, on la fera passer de l'autre côté de la force. Allez savoir. En tout cas, pour l'instant, elle est classée comme ça. De l'autre côté, les émotions désagréables, donc colère, mépris, dégoût, envie, culpabilité, honte, peur, tristesse. Et pareil, c'est des émotions qui sont pas toujours faciles à séparer. Le mépris et la honte, par exemple, c'est souvent confondu. La honte et la culpabilité, souvent confondues. Mépris, dégoût, souvent confondu, pardon. Donc voilà, un petit peu pour nos 16 émotions. Je vais vous la remonter un petit peu, je vais la caler là. Voilà, comme ça, hop, ce sera mieux. Je vais me décaler un petit peu. Et tout ça, ça va nous amener petit à petit à la gestion des émotions. Et comme je disais, c'était là en gros la première partie, c'était une introduction en fait à globalement qu'est-ce que sont les émotions, qu'est-ce qu'elles nous indiquent, pourquoi elles sont là, à quoi elles servent, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, etc. etc. Et du coup, moi là j'ai fini la première partie. Ça fait 45 minutes là qu'on a débuté le live, 40 minutes en vrai parce que j'ai commencé avec 5 minutes de retard. Vous êtes dans quel état? Est-ce que vous voulez quand même qu'on parle de la gestion des émotions? On se rajoute un petit quart d'heure. Ou est-ce que je fais plutôt un live séparé, par exemple la semaine prochaine, sur vraiment spécifique la gestion des émotions? Alors, John McLean, est-ce que tu peux expliciter ton oui? Comme j'ai posé une question, est-ce que tu préfères ça ou ça? Oui. N'est pas... peut-être que toi t'as répondu au moment où je donnais une phrase précise, mais comme il y a un petit décalage, moi je ne sais pas ce que tu entends par là. Donc dites-moi si vous voulez qu'on parle un peu de gestion des émotions. On peut aussi en parler de manière gestion des émotions maintenant. Est-ce que les autres, est-ce que ça vous convient? Let's go. Ok. Alors, déjà, gérer ses émotions. Ok. Gérer ses émotions, ça veut tout et rien dire. C'est un truc qu'on entend vachement, de dire il faut apprendre à gérer tes émotions. Non mais là, cette personne, elle sait pas gérer ses émotions. Et quand on demande aux gens, je vous pose la question aussi si vous avez envie de répondre dans le chat sur ce que c'est à votre avis, si vous deviez expliquer ce que c'est la gestion des émotions, eh bien, qu'est-ce que vous expliqueriez? Parce qu'en général, quand vous demandez aux gens, du coup, ça veut dire quoi quand tu dis que cette personne, elle sait pas gérer ses émotions? Comment il faudrait qu'elle fasse? En général, il n'y a pas de réponse. C'est très rare qu'on tombe sur des gens qui nous disent évidemment, il faudrait qu'elle fasse ça, ça, ça. C'est tel processus. Et c'est pareil avec écouter ses émotions. C'est un truc, on en entend parler à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Ah, mais il faut que tu écoutes tes émotions. Ça, c'est très très important. Mais là, il faut que tu écoutes ton émotion. Mais comment on fait pour écouter ses émotions? C'est jamais clair et c'est pareil. C'est un truc, moi, quand je discute avec mes clients, je vous explique, mais n'hésitez pas à mettre, vous, dans le chat, si vous avez des idées de comment on gère ses émotions. Ça m'intéresse vachement, en fait, de voir justement si vous avez des réponses. Mais du coup, ouais, être à l'écoute de ses émotions, pareil, quand on dit aux gens, mais du coup, comment on fait pour écouter son émotion? Moi, je crois que j'ai jamais eu de réponse. J'ai pas mal de clients qui me disent ça aussi. Oui, non, mais là, je savais que j'aurais dû écouter mon émotion. Comment tu fais? Je sais pas. Pour les gérer, c'est déjà les conscientiser. Ouais. Ça, c'est la première étape qu'on va appeler l'identification des émotions. Ça a l'air super simple.
d'identifier ses émotions, et ça l'est pas du tout. Déjà parce qu'il y a une première étape qui est qu'il faut les reconnaître. On se pose et on réfléchit à l'origine. Là, tu es déjà dans l'étape 2, John McClane. Donc tu as raison, mais c'est plus de l'identification. Là, tu es déjà dans chercher le déclencheur. Le corps peut être un bon indicateur, oui. Ouais, parce que comme on le disait tout à l'heure, les manifestations des émotions, les émotions elles vont se manifester entre autres par des réactions corporelles. Qu'est-ce qui va se passer quand on ressent une émotion? On va avoir une réaction musculaire, donc on va avoir des muscles qui vont se tendre ou au contraire être relâchés. On va avoir une réaction au niveau du cœur et de la respiration. On peut avoir le cœur qui accélère ou au contraire qui ralentit. Pareil pour la respiration. On peut avoir des manifestations au niveau digestif aussi. On peut avoir, donc ça c'est vraiment pour les ressentis, mais on peut aussi avoir, oui, on peut avoir du chaud, du froid aussi. Il y a des émotions qui font, par exemple, si on a des expressions, genre oh là là, j'ai eu un coup de chaud pour dire que je me suis mis en colère. Parce que vraiment, le corps monte un peu en température quand on se met en colère, par exemple. On peut avoir aussi des indices physiques, par exemple, si je vous fais ça, vous allez peut-être me dire ah ben c'est la joie, tu as l'air contente. Si je vous fais, vous allez voir la surprise sur mon visage. Donc ça c'est des choses que nous on va pas voir, sauf moi dans mon cas maintenant puisque je suis face à une caméra et que je me regarde en permanence, c'est très sympa. Mais par contre on peut le sentir. Si on a un mouvement de recul, qu'on a le visage qui, les yeux qui s'écarquillent, etc. On va pouvoir le sentir. On peut le voir dans nos comportements. Chris, tu parlais des comportements tout à l'heure. Si je commence à être un petit peu énervée, que j'ai pas trop percuté que j'étais énervée, mais que je vois que je suis en train de crier un petit peu sur des gens, ou d'être un petit peu désagréable avec des gens, ou que je prends des trucs, je les jette dans tous les sens, etc. Tout ça, je peux me dire, est-ce que je serais pas un petit peu en colère? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc ça, c'est l'étape 1, c'est déjà de la repérer. C'est pas si facile que ça, parce que ça implique d'être quand même pas mal connecté à son corps, de ressentir toutes ces manifestations, et de les raccorder, j'allais dire, c'est pas le bon terme, mais de les mettre en corrélation en fait avec l'émotion. Parce que, par exemple, si je vous demandais spontanément ce que vous ressentez physiquement quand vous êtes en colère, et de m'expliquer en même temps ce que vous ressentez physiquement, ce qui se passe dans votre corps quand vous ressentez de la peur, c'est pas sûr que vous puissiez me donner la réponse. Vous pouvez tenter, hein. N'hésitez pas dans le chat si vous avez envie. C'est pas sûr que vous trouviez la réponse parce que vous avez peut-être jamais passé ce temps à vous dire tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis en colère, quand je suis triste? Et on le fait un tout petit peu plus avec les émotions désagréables parce qu'on est obligé de les ressentir et que c'est pas très cool. On le fait beaucoup moins avec les émotions agréables. Ce qui est dommage parce que du coup on en profite moins. Parce que si on se dit ah mais en fait là je suis en train de ressentir de la joie, trop cool, on peut en profiter et profiter aussi des manifestations de la joie sur notre organisme et du fait de se sentir bien, de se sentir détendu, etc. etc. Donc c'est cool déjà de les repérer pour ça. Une fois qu'on les a repérés, eh bien il faut les nommer. Et comme je disais, ça non plus c'est pas toujours facile parce que plus on vit les émotions et plus on se souvient de ce qu'elles font. Oui, c'est vrai, et en même temps, j'ai l'impression que ça demande quand même une certaine connexion à son corps. C'est-à-dire que je pense vraiment, c'est mon avis perso, hein, je ne sais pas, mais j'ai la sensation qu'il y a vraiment des gens qui passent toute leur vie, qui à la fin de leur vie ne sauront pas expliquer ce qui se passe dans leur corps quand ils se mettent en colère ou quand ils ont peur. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont très connectés et qui savent direct que dès qu'ils ressentent ça, ok, là j'ai de la peur. Je pense qu'il y a une part un peu d'inné, puis certainement après qu'il y a une part d'acquis, c'est-à-dire que si toute ta vie on te répète qu'il ne faut pas écouter ton corps et qu'il ne faut pas écouter tes émotions, ça me paraîtrait logique qu'au bout d'un moment on se détache de ces émotions et qu'on ait plus de mal à les reconnaître, à les identifier. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu la fin de ma phrase. Et puis ça se travaille, c'est ça que je voulais dire. Ça se travaille aussi. On peut vraiment se pencher sur le sujet, se dire
bah tiens, là je sens des trucs physiques qui se passent chez moi. Je sais pas, j'ai les épaules hyper tendues, les trapèzes hyper tendus. Est-ce que c'est un exemple personnel réel maintenant? Bien sûr. Qu'est-ce que ça peut être? Ce serait quoi? Si je devais le raccrocher à une émotion, ça pourrait être dû à quoi? Mais souvent avec le temps, le souvenir change. Qu'est-ce que tu entends par le souvenir change? Est-ce que tu veux dire que le souvenir qu'on a de l'émotion ou de ce qu'on a ressenti sur le moment, il évolue dans le sens où bah, on se souvient d'un truc, mais en fait c'est pas ça qu'on avait, c'était autre chose? Ou est-ce que tu veux dire que je sais pas, en fait, je me dis que ça doit vouloir dire ça. Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu peux expliciter un petit peu? Quand je ressens de la tristesse et que je suis mal, ok, je sais que ça va passer, mais j'ai du mal à imaginer à nouveau heureux. Ouais, c'est ok, c'est pas étonnant. La tristesse, en fait, ce que tu fais quand tu essayes de te dire que ça va passer et de éventuellement te projeter dans un futur où ça ira mieux, c'est que t'es pas en train de vivre ton émotion. T'es en train de la rationaliser. Et ça, c'est l'étape 3. Et en fait, c'est cool de rationaliser. Le problème, c'est que du coup, on vit pas vraiment l'émotion. Ce que tu peux essayer dans ces moments-là, si ça t'arrive que t'es triste, tu te dis bon, à un moment donné, ça ira mieux, mais j'arrive pas à m'imaginer un autre moment où je serais heureux. Déjà, c'est te dire, bah, est-ce que dans ma vie, j'ai déjà connu d'autres moments où j'ai été triste comme ça, où je me suis dit que je ne serais plus à nouveau heureux, où j'arrivais plus à m'imaginer heureux, et en fait, j'ai été à nouveau heureux. T'es trop en avance, ouais. Alors on va le voir, on va en reparler sur la régulation, mais on fait un peu tous ça. Hein. On est un peu tous trop en avance. Et du coup, bah, si tu te dis, bah oui, j'ai déjà eu des moments dans ma vie où je m'imaginais plus heureux, mais en fait, j'ai réussi à être heureux plus tard, bah, il y a toutes les chances du coup que ça se reproduise. Par contre, ça c'est un truc que tu peux faire si ça te rassure. Mais c'est aussi te dire, bah, en fait, ok, là maintenant, j'arrive pas à m'imaginer heureux, mais en fait, c'est là maintenant. Ça veut pas dire que demain ce sera vrai, ça veut pas dire que dans 3 semaines ce sera vrai. C'est juste là maintenant. Et du coup, bah, je vais vivre ma tristesse et de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et tu fais le truc qui te ferait du bien. Si c'est de passer un week-end entier à parler à personne, à regarder des films de Noël, je prends un exemple personnel, des comédies romantiques de Noël sur Netflix, en mangeant n'importe quoi, eh ben fais ça. C'est ça en fait, vivre son émotion. C'est juste se dire, bah ok, je sais que ça ira mieux à un moment donné, mais en fait là ça va pas, et c'est ok. C'est ok parce que j'imagine que si t'es triste, c'est que t'as une raison. T'as forcément une raison. Comme on disait, il y a un déclencheur. Donc j'ai une raison d'être triste, bah ok, je suis triste, c'est comme ça, là. Ce sera peut-être différent demain, ce sera peut-être différent dans 3 jours, peut-être que ça prendra des semaines, mais il y a un moment donné où ça, ce sera plus vrai, parce que notre état émotionnel, il varie tout le temps. Donc à un moment donné, la tristesse, elle va s'en aller. Mais en attendant, tant qu'elle est là, comment je peux la vivre à fond? Peut-être ça peut être de pleurer pendant des heures, voilà, ça te fait du bien. Peut-être ça peut être, je sais pas, ce qui te fait du bien. Du coup, je reviens, puisqu'on est parti un peu sur la régulation, mais je vais revenir, donc étape 1, identifier, nommer. Et je disais, c'est pas forcément évident de nommer, puisque, par exemple, exaltation, joie, satisfaction, super dur de faire la différence. Et pourtant, ce sont 3 émotions très différentes. Pareil, mépris, dégoût, pareil, honte, culpabilité, ce sont des émotions différentes. Donc arriver à mettre des mots dessus, à bien les repérer, à bien les nommer, c'est aussi quelque chose de pas évident. Là, c'est pareil, c'est aussi de l'entraînement. C'est aussi se dire, ben tiens, là, je ressens ça, ça, ça physiquement. J'ai l'impression que si je devais mettre un mot sur cette émotion, ce serait, je sais pas, de la honte. Et puis, peut-être qu'à un autre moment, on va se dire, là, je ressens du mépris. Le mépris, ça arrive souvent devant des émissions de télé-réalité. Vous savez, toutes les émissions, on se dit non mais ils sont complètement cons, c'est pas possible. Mais enfin, qui fait ça? Qui participe à ces émissions? Je pense aux Marseillais particulièrement. Tiens, là, ça ressemble à du mépris. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Puis peut-être qu'on va se dire c'est marrant parce que là, j'avais noté que c'était de la honte, mais en fait, c'est les mêmes manifestations.
Du coup, peut-être c'était du mépris en fait. Et en faisant ça, on va petit à petit faire une cartographie en fait de nos émotions. Ça va nous permettre du coup de nous entraîner à les reconnaître et à les nommer correctement. Sachez que si vous voulez de l'aide et des outils super, vous pouvez également acheter mon livre sur l'intelligence émotionnelle. Hein. Je vous le mets, il y a des outils très 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 bien dedans. Mais là, je vous donne des outils que vous pouvez faire sans acheter mon livre. Voilà, que vous pouvez faire tout seul. Ça, c'était étape 1. Ce qui peut être cool aussi, c'est de repérer l'intensité. Parce que si j'ai une émotion... Oui, hashtag ad, totalement. Si j'ai une émotion, je reprends l'exemple de la colère. J'ai un petit énervement, j'ai une petite frustration. Ok, c'est un niveau 1. Si je traite pas mon émotion, si je me dis, c'est quoi, c'est pas grave, ça va passer, c'est pas important. Angoisse, c'est pas une émotion. Non, l'angoisse, c'est pas une émotion. L'angoisse, c'est une manifestation d'une autre émotion. Est-ce que tu veux deviner laquelle? De quelle émotion découle l'angoisse? Je te laisse réfléchir et me donner ta réponse. Je te la donnerai si tu ne trouves pas, évidemment. Mais je pense que tu peux trouver la peur. Tout à fait. Tout à fait. L'angoisse, c'est une peur c'est une manifestation de la peur. Vous avez trouvé tous les trois. Félicitations. Du coup, je disais, oui, si on a une petite frustration, je vais prendre un exemple qui est assez typique. En amitié, c'est deux personnes. Il y en a une qui saoule un petit peu l'autre. Et le premier réflexe, ça va être, putain, cette personne, elle me saoule, j'en ai marre. Ouais, mais bon, en même temps, c'est pas si grave. En vrai, j'ai peut-être exagéré. Peut-être que c'est moi qui suis à cran en ce moment, qui n'ai pas bien dormi. C'est pas grave. Allez. Et puis, quelques mois plus tard, il y a un autre événement. Et là, il y a encore à nouveau un petit énervement, une petite frustration qui monte. On était au niveau 1, là on passe au niveau 2. Et puis à nouveau, on va se dire, bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Puis après tout, ça c'est la grande phrase, c'est machin, il est comme ça, elle est comme ça. Si ça vous arrive d'avoir ce genre de pensée, c'est pas grave que telle personne me fasse ressentir cette émotion, enfin que je ressente cette émotion plus exactement avec cette personne de manière régulière. C'est juste qu'elle est comme ça. Vous avez le droit d'être gêné par les comportements de quelqu'un. C'est ok. Et en fait, si vous avez quelqu'un qui régulièrement, à son contact, vous ressentez, je sais pas, de la frustration, de la colère, de la honte, du mal-être quelconque, vous pouvez lui en parler, parce que peut-être qu'elle n'a pas conscience de certaines choses, et qu'en fait, ça la dérange pas du tout de faire plus attention à pas dire certaines choses, ou faire plus attention à ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Mais si vous avez un mal-être régulier, vous pouvez aussi vous barrer. Hein, c'est pas interdit. Mais en fait, si vous ressentez ces émotions, c'est qu'il y a une raison. Le côté c'est machin, c'est comme ça s'appelle une excuse. Et s'il y a vraiment des choses qui nous gênent chez d'autres personnes, bah, c'est important d'en prendre conscience et de l'exprimer. Parce que souvent, ça se règle en vrai. Bref, on revient à nos deux individus qui sont potes, et il y en a un qui est saoulé régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, au début, une petite frustration va commencer à grandir. On ne voit plus ma main. Moi, perso, j'ai tendance à dire le problème. Bah, c'est cool, il vaut mieux. Après, il y a des manières de le faire. Je pense que je ferai un live un jour sur la communication non violente. Mais c'est cool, il vaut mieux dire les choses. Parce que justement, en fait, plus on va exprimer les choses tôt, si on reprend notre personnage, on va l'appeler Marguerite. Si Marguerite, elle exprime sa colère dès le niveau 1 ou 2, elle va exprimer une petite frustration. Elle va dire, tiens, Gildas, en vrai, quand tu fais tel truc, j'aime pas trop. Est-ce qu'il y a moyen qu'on trouve une autre solution? Et là, Gildas, libre à toi de choisir, de dire oui ou non, et vous trouvez une solution. Par contre, si on ne dit pas les choses quand on a une frustration de niveau 1-2, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il y a un événement qui va arriver, la colère, elle va grimper. Donc en fait, la colère, elle ne disparaît pas, elle reste, c'est juste qu'on l'oublie, elle se met là. Du coup, il y a un autre événement qui va nous saouler, ça va s'empiler, puis après, ça va s'empiler, et en fait, à chaque fois que ça s'empile, ça monte en intensité, et ça, qu'est-ce qui se passe? C'est les situations où un jour, on pète un câble, face à quelqu'un qui ne comprend rien, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on a pété un câble, c'est un tout petit truc. C'est un truc qui est pas grave dans l'absolu, qui nous aurait pas saoulé, mais c'est pas ce petit truc qui fait qu'on pète un câble. C'est l'accumulation de tous les moments où on a été saoulé, où on n'a rien dit.
Donc plus on va percuter tôt, plus on va identifier nos émotions à une faible intensité, et ça c'est aussi assez difficile à faire, parce que souvent on commence à percevoir nos émotions quand elles sont plutôt à un niveau 4-5 que quand elles sont à 1-2, mais plus on va les voir, enfin les identifier tôt, plus on va pouvoir agir dessus et éviter qu'elles grimpent pour le cas d'émotions désagréables. Et pour les cas d'émotions désagréables, bah, c'est trop cool, parce qu'en fait, si ma joie, je commence à l'apercevoir quand elle est niveau 1, et qu'elle monte petit à petit, parce que je passe une soirée trop cool avec mes potes, bah en fait, je vais en profiter mais à fond les ballons, quoi. Beaucoup plus que si je commence à percuter que je suis en joie à partir d'une intensité de niveau 5. Donc ça, c'est encore une autre étape de l'identification qui est super importante et encore une fois super dure à faire et que personne ne nous apprend jamais à faire dans notre vie, alors qu'en vrai, si on faisait ça à l'école ou depuis petit, ce serait vachement plus simple. En fait, on se poserait même pas la question, on saurait très bien faire la différence entre toutes ces émotions. Là, c'est les 16 principales, il y en a plein d'autres des émotions. Et tu vois, par exemple, John McClane, quand tu demandais est-ce que l'angoisse c'est pas une émotion, ça c'est un truc, c'est une des questions qu'on me pose le plus. Avec est-ce que le stress est une émotion? Le stress n'est pas une émotion. Le stress, c'est ce qu'on ressent quand on fait face à une situation et qu'on a l'impression qu'on n'a pas la capacité d'y faire face. Quand on sent un décalage, en fait, si par exemple j'ai énormément de choses à faire et j'ai l'impression que j'ai pas le temps, j'ai un décalage entre ce que j'ai à faire et ma capacité à y faire face, et là je vais être en stress. Si j'ai du temps, enfin j'ai des choses à faire et que j'ai le temps de les faire, il n'y a pas de souci. Et le stress, ça peut être aussi une manifestation d'autres émotions, notamment de la peur, mais pas que. Donc ça, c'est pour l'étape 1 de la gestion des émotions, identifier ses émotions. L'étape 2, qu'encore une fois, on ne nous apprend pas et que personne ne fait jamais, enfin personne, énorme généralisation, mais vous avez compris, c'est d'écouter le message de mon émotion. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai cette émotion qui est là? D'où elle vient? Donc c'est ça que tu disais tout à l'heure, Yo-Yo, sur pourquoi je me sens comme ça. C'est quel est le déclencheur? Pourquoi est-ce que cette émotion est arrivée? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je disais, chaque émotion, elle vient parce qu'il y a un déclencheur. Même si on a plein d'émotions différentes à la suite, chaque émotion, elle a son propre déclencheur, qui n'est pas une émotion. Si par exemple, à un moment donné, je sais pas, je suis en colère, et que en même temps, dans la seconde d'après, je suis triste, c'est pas ma tristesse qui a déclenché de la colère, il y a deux événements qui ont déclenché l'un de la colère, l'autre de la tristesse. Pourquoi je me sens comme ça? Tout simplement, une question à se poser, même si vous n'avez pas très bien identifié dans un premier temps vos émotions, ça vaut le coup toujours de se demander pourquoi, mais plus que le pourquoi, parce que quand on se demande tiens pourquoi je suis triste, on peut avoir tendance à partir dans des réflexions un peu entre guillemets métaphoriques, mais non pas métaphoriques. J'ai plus le mot, il est tard, je suis fatiguée, mais dans des trucs un petit peu à se poser vraiment beaucoup de questions, alors que ce qu'on cherche, c'est une situation. Donc dans un premier temps, c'est qu'est-ce qui a fait que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Qu'est-ce qui m'a fait me sentir comme ça? Quelle est l'action? Et une fois que j'ai trouvé l'action, je peux me dire pourquoi cette action-là, ça m'a fait ressentir ça. Si je reviens à Marguerite, là, si Gildas t'a pas fait la vaisselle, elle peut se dire tiens, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce qu'il n'a pas fait la vaisselle. Pourquoi ça me saoule qu'il n'ait pas fait la vaisselle? Est-ce que c'est grave en soi? Est-ce que c'est parce qu'il l'a fait jamais? Est-ce que c'est parce que en fait elle se sent pas soutenue sur d'autres choses et que en fait c'est juste un autre truc en plus qui la saoule, mais en fait c'est pas le fond du problème? Donc là on va pouvoir creuser un petit peu. Et comme je disais tout à l'heure, comme les émotions elles ont aussi des conséquences positives et négatives, on peut aussi se demander est-ce que peut-être j'ai un besoin derrière? Est-ce que j'ai peut-être besoin... Macho Gildas. Attends, c'est un exemple. Désolée Gildas, du coup. Fallait pas prendre le pseudo de mon petit raton laveur. Et du coup, voilà, on peut aussi chercher un petit peu... peut-être qu'on a besoin, si on est triste, peut-être qu'on est dans une période où en fait on est vachement fatigué. Vous savez, la fatigue, pardon, souvent ça engendre de la tristesse. Et en fait, parfois il n'y a pas de raison, mais c'est ton prénom. Ah ok, je suis désolée.
Je suis désolée que ce soit le prénom que j'ai donné à mon raton laveur, mais en même temps, c'est un honneur. Et du coup, peut-être que quand on est fatigué, on ressent de la tristesse parce qu'on a besoin de se reposer, tout simplement. Donc voilà, étape 2, écouter les messages de mon émotion. Qu'est-ce qu'elle est venue me dire? Et l'étape 3, c'est de réguler. Réguler, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter l'émotion. Ça veut pas dire je la mets sous le tapis, je fais comme si elle n'était pas là et comme ça elle va passer, parce que les émotions, je l'ai pas dit je crois, vous m'arrêtez si je l'ai dit, mais les émotions, elles reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant qu'on les a pas écoutées, elles vont revenir. Moi j'aime bien cette comparaison de dire les émotions c'est comme un réveil, et à chaque fois qu'on se dit oh je vais faire comme si ça n'existait pas, c'est comme si on appuyait sur le bouton snooze. Ça revient, tout le temps. Ça peut mettre plus ou moins de temps, mais ça va toujours finir par revenir. Jusqu'à ce qu'on écoute le message qu'elles ont à nous transmettre. Donc réguler, c'est pas passer à autre chose et voilà. C'est déjà avoir identifié, c'est avoir écouté l'émotion. Et une fois qu'on a écouté, je vais te laisser tranquille Gildas avec Marguerite. C'était pas toi dont je parlais, c'était de mon petit raton laveur, mais du coup, je te laisse. On va prendre un exemple de quelqu'un qui est triste, puisque c'était un exemple que tu donnais à Johan. Si t'es triste, réguler l'émotion, ça peut être de se dire bah ok, du coup c'est quoi mon besoin? Bah là j'ai juste besoin de rien faire, de prendre soin de moi, j'ai envie d'aller prendre un bain, bah je vais aller prendre un bain, puis après je vais pleurer devant un film, et puis c'est voilà, ça m'ira très bien comme ça. Et bah ça c'est réguler l'émotion. Répondre à son besoin, c'est une façon de réguler l'émotion. Parce que quand on répond au besoin, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand on répond à son besoin, l'émotion, elle s'en va. Quand on l'écoute, qu'on entend son message et qu'on y répond, elle n'a plus de raison d'être, donc elle se casse, tout naturellement. Ça peut être de modifier la situation. Si par exemple j'ai très très peur d'une situation à venir, je sais pas, j'ai un date, allez, on va partir là-dessus, j'ai un date avec quelqu'un que je connais pas ou pas très bien mais qui me plaît vachement, que j'ai rencontré vite fait en soirée, je suis hyper en stress, j'ai hyper peur d'aller à ce rendez-vous. Est-ce que peut-être je peux modifier la situation, par exemple en donnant rendez-vous à cette personne dans un resto que je connais très bien, où je connais le personnel et du coup je vais être à l'aise et déjà mon environnement va faire que j'ai une base où je me sens bien et ça va permettre de diminuer un petit peu la peur que je ressens. Ça peut être ça. Ça peut être de modifier la situation, je sais pas, j'ai une réunion où je dois parler devant plein de gens, pareil, ça me fait hyper peur. Peut-être qu'il y a moyen de demander à quelqu'un de parler avec moi, qu'on se sépare le truc, ou peut-être c'est moi qui dois parler en premier, peut-être que je peux inverser et laisser quelqu'un d'autre parler en premier. Voilà, il y a plein de possibilités de modifier une situation. Ça peut être, je l'ai dit, prendre soin de soi, aller prendre un bain, se faire masser, tout ce qui est aller au spa, je sais pas, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui est de l'ordre pour vous prendre soin de vous. Ça peut être des trucs comme faire une activité manuelle. Ça fait du bien de faire une petite activité, de se recentrer. Dans mon live de dimanche, je parlais de méditation active. Faire une activité manuelle, c'est typiquement une activité de méditation active. Parce qu'on va être concentré sur quelque chose, notre esprit peut un petit peu moins partir dans le futur de qu'est-ce qui va se passer, je vais être seule, peut-être jusqu'à la fin de mes jours, ma vie est un enfer. On va plus rester sur l'instant présent, on va être focus sur un truc. À une compétition, le fait d'avoir des personnes qui viennent te voir jouer, ça donne confiance. Ouais, typiquement, c'est ça va me faire du bien. Travailler, ça va dépendre de ce que tu entends par travailler. Parce que si c'est un truc qui te fait du bien, oui. Si c'est un truc qui t'occupe tellement l'esprit que du coup tu ressens plus trop l'émotion parce que tu fais plus trop gaffe, eh bien tu es en train de pas ressentir ton émotion. En fait, c'est comme si tu zappais l'étape 1 et 2 et que tu vas direct réguler. Donc ça dépend. Si tu régules direct, l'émotion elle va revenir. Si c'est pour éviter de ressentir la tristesse. Donc ça dépend de pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Ça peut être de lister ses compétences. Si par exemple je me dis je fais face à une situation,
que je ne connais pas, ou que je connais d'ailleurs, peu importe. Je reprends l'exemple de la réunion, je vais devoir parler devant 15 personnes, ça me fait hyper peur, j'ai peur de me planter. Est-ce que je peux lister mes compétences et me dire qu'est-ce qui va me permettre d'assurer? Peut-être je connais très bien mon sujet, peut-être que, ok, j'ai pas l'habitude de parler devant des gens, mais en vrai, je l'ai déjà fait dans un contexte complètement différent et ça s'était bien passé. Donc même si c'était un contexte différent, ça veut dire que j'en suis capable. Peut-être que je suis hyper fort en PowerPoint et que du coup, je vais pouvoir faire un PowerPoint de fou furieux qui va me permettre de m'appuyer dessus et de me rassurer et de me dire que si j'assure pas trop au niveau de l'oral, c'est pas trop grave parce que j'ai un support qui est vachement bien. Ça peut être simplement de respirer, puisque comme je disais, les émotions vont changer notre rythme respiratoire. Et souvent, les émotions désagréables en tout cas ont tendance à accélérer, pas toujours, mais souvent, ont tendance à accélérer notre rythme respiratoire. Si je calme mon rythme respiratoire, si je prends le temps de respirer plus doucement, eh bien, naturellement, mon émotion va redescendre, ça va faire baisser mes hormones, ça va me permettre de ressentir l'émotion moins fort. Ça peut être de rationaliser, en me basant un petit peu sur des faits, comme je disais là, ok, je dois parler devant 15 personnes la semaine dernière, mais en vrai, j'ai déjà parlé devant 5, donc il n'y a pas de raison que ce soit vraiment différent, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de raison que je le refasse pas et que je ne sache pas faire. On peut aussi agir, on parlait des comportements, on peut agir sur son comportement. Je reprends l'exemple de la colère. Si je sens que je ne parle même pas très bien aux gens autour de moi, que je déplace un peu des objets, que je jette un peu les objets et tout, ah ok, j'ai un comportement de quelqu'un qui commence à ressentir une colère d'une peut-être plus ou moins forte intensité. En fait, si j'arrête de faire ça, si je fais attention de changer mon comportement, ça va avoir un impact aussi, l'inverse c'est vrai, sur mon émotion. Donc je vais moins ressentir mon émotion. Un truc tout bête mais qui marche toujours bien, c'est de parler. Ça m'arrive souvent à la respiration. Ok, trop cool. Donc tu as déjà une technique de régulation qui fonctionne bien. C'est top. Agir sur son comportement. Attendez, non, ça c'est fait, excusez-moi, je suis fatiguée. Parler. Parler à des gens, c'est cool. Parler à des amis. Dire j'ai plein de peur en ce moment parce que je dois faire une réunion, je suis hyper flippée, j'ai peur de ne pas y arriver, etc. Je suis triste, tu parlais de rupture tout à l'heure, Johan, en ce moment, je viens de rompre avec quelqu'un, je suis hyper triste, appeler des amis, le dire, partager ses pensées si on est avec des gens de confiance, à qui on sait qu'on peut dire les choses. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, si tu te dis j'arrive pas à me projeter, à m'imaginer à nouveau heureux, t'as le droit de le dire à tes potes en fait, t'as le droit de le dire à tes amis, que tu ressens ça. Et si tu as des amis qui peuvent le recevoir, l'écouter et juste te dire ok, ok, c'est ce que tu ressens aujourd'hui, t'as le droit et ça passera, et qui sont là pour toi et qui vont pas te dire directement ah mais dis pas ça, c'est pas grave, non. Après, on a aussi une possibilité, je vous parlais du processus émotionnel au début, on peut agir sur toutes les étapes du processus émotionnel, ou presque. Par exemple, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une situation que je connais ou pas? Si oui, comme je disais, on peut lister un petit peu ses compétences, parce que si je l'ai déjà fait une fois, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à le faire une deuxième fois. Est-ce que c'est une situation qui est plaisante, déplaisante? Si c'est une situation qui est déplaisante, est-ce que je peux agir sur la situation pour la rendre un peu plus plaisante, ou en tout cas un peu moins déplaisante? Est-ce que l'enjeu il est fort? Ça, c'est un truc, on a très très tendance à exagérer les enjeux, à avoir l'impression, je vais prendre un exemple bateau, mais les lycéens, je pense qu'on a tous eu un peu aussi ce truc-là au lycée, de se dire oh là là, mais si je rate mon bac, mais c'est la fin de ma vie, ça va être horrible et tout. Alors qu'en vrai, rater son bac, c'est pas très grave. Il y a plein de gens qui ont raté leur bac. Si on dézoome sur l'ensemble d'une vie, avoir passé 2 fois son bac, ça a vraiment aucune importance. Mais sur le moment, on va avoir l'impression que c'est un truc de ouf et que c'est vraiment... voilà. Donc, voilà, ça peut être bien aussi de se dire, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu qui est si important que ça?
qu'est-ce qui se passe si vraiment je rate? Est-ce que si j'arrive pas, ou si je parle pas aussi bien que je l'aurais voulu à ma réunion, est-ce que je vais être virée et je retrouverai plus jamais de boulot et ma vie est finie? Probablement pas. Voilà un petit peu pour tout ça. Et après, on a des techniques de régulation sur le long terme. Par exemple, faire du sport. Faire du sport, ça va permettre de réguler nos hormones, pardon. Et en régulant nos hormones, et ben du coup, il y aura, si par exemple on a plus d'endorphines plus souvent, si on a un pic de cortisol, ben on le ressentira moins fort. Ça va permettre de lisser un petit peu nos hormones. De même que la méditation, donc comme je disais dimanche, la méditation ça peut être juste s'asseoir en tailleur et respirer, se concentrer sur sa respiration, et c'est super, si ça marche pour vous c'est top. Si ça vous parle pas et que vous vous dites moi ça j'arrive pas à me focaliser sur ma respiration, tout ce qui est méditation active comme faire un pulse, cuisiner, faire du bricolage, colorier, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire une balade dans la nature, ça peut être ça. Même le sport, ça peut être une forme de méditation active. Il y a plein de possibilités de faire de la méditation active. C'est globalement toutes les activités qui nous occupent l'esprit suffisamment, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être concentré quand même un minimum sur ce qu'on fait. Si je colorie et que je suis complètement ailleurs, je vais faire n'importe quoi. Mais en même temps, c'est pas une activité qui va me demander une réflexion hyper intense et qui va m'épuiser. Donc toutes les activités qui rentrent là-dedans, ça fait partie de la méditation active. Ça nous ancre dans le présent. La question qu'on peut se poser, mais peut-être je vais parler juste deux dernières petites choses. Sur la régulation, on a tous et toutes tendance à réguler nos émotions sans s'en apercevoir. Par exemple, à partir tout de suite dans de la rationalisation. Ouh là là, j'ai une peur qui monte. Ouais, non mais en fait ça va aller. C'est dommage parce que du coup, si on a eu peur à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison et ça vaut le coup, je crois, de réfléchir à pourquoi j'ai eu peur à ce moment-là, qu'est-ce qui me fait peur. C'est plus on va écouter nos émotions et notamment les peurs. Il y a une technique d'ailleurs sur les peurs qui s'appelle la définition des peurs, qui consiste à se dire ok j'y vais, c'est quoi le pire truc qui puisse m'arriver là. Je reste sur mon exemple de la réunion. Et si je rate, je me ridiculise, on va y arriver, devant tout le monde, c'est la honte, peut-être que les gens me parleront pas, je serai peut-être pas virée, mais du coup l'ambiance sera horrible, il y aura des blagues sur moi au bureau, du coup je vais être obligée peut-être je sais pas, de changer de job. Ok, très bien, ça c'est ta pire situation que tu peux imaginer. Imagine, c'est ça qui se produit. Tu fais quoi? Je change de job. Est-ce que vraiment c'est dramatique si tu changes de job? Peut-être pas. Et puis, dans un second temps, c'est de se dire, en vrai de vrai, cette situation-là, que j'imagine, elle a quel pourcentage de risque de se produire? Et souvent, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est un exercice que je fais souvent faire. En général, les réponses sont en dessous de 10%. C'est rare qu'on me dise ah, la pire situation que j'imagine, elle a 90% de chances de se produire. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Donc, bon, encore une fois, je suis en train de me dire, oui, si tu es dans un pays en guerre et que ta peur, c'est de mourir, il y a de bonnes chances que ça arrive, mais on va rester dans notre contexte à nous où ça quand même, on n'est pas en danger de mort a priori, et ça fait du bien d'écouter ses peurs, et c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment avec toutes les émotions. Parce qu'on apprend sur soi, on apprend sur ses besoins, et ça nous emmène vers plus de bien-être. Maintenant, est-ce que le but de la gestion des émotions, c'est de devenir Bouddha, de ne plus ressentir d'émotions très très fortes, de se dire oh, je sens toutes mes émotions à deux, c'est merveilleux. Et du coup, je peux faire monter et ressentir à fond mes émotions agréables, mais mes émotions désagréables, je les limite à deux parce que j'arrive à les reconnaître, à les identifier, à les nommer, à les écouter, à répondre à mes besoins, et du coup, il n'y en a plus, je ne me mets plus jamais en colère. Non. Déjà, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, très honnêtement, je sais pas. Moi j'ai envie de dire non, mais peut-être que des moines bouddhistes en vrai y arrivent. Mais c'est pas forcément souhaitable et c'est pas grave, comme je disais, de se mettre en colère, c'est pas grave d'être triste, c'est pas grave d'avoir peur. Je le rappelle, les émotions ont toutes des conséquences positives, donc il y a du bien là-dedans,
nos émotions, elles viennent toutes nous apprendre un truc. Et du coup, c'est toujours cool en fait de ressentir des émotions parce que ouais, on va apprendre sur soi, on va découvrir des choses peut-être sur pourquoi on se sent comme ça, on va aller vers plus de bien-être et c'est top. Donc, même si c'est des moments pas très agréables à passer, le fait de les écouter, ça va être beaucoup plus dur sur le moment, mais après, on va se sentir beaucoup plus vite mieux. Tandis que ne pas les écouter, ça va être beaucoup plus facile sur l'instant, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus de souffrance. Donc il vaut mieux, comme un pansement, bien les ressentir d'un coup, et puis du coup pouvoir agir dessus, que de ne pas les écouter. Et si, des fois, ou même souvent, on se laisse emporter par ces émotions, qu'on n'arrive pas à les gérer, qu'on n'arrive pas à les réguler, eh ben c'est ok. On n'est pas obligé de réguler toutes ces émotions. On n'est pas obligé d'être parfait, parce que personne n'est parfait. Et en fait, déjà, simplement, si régulièrement on arrive à reconnaître certaines émotions, et puis à les écouter, à les réguler, c'est cool. Et on peut réguler après aussi. Si on a eu un moment d'émotion très intense, que ça va mieux, bah on peut aussi se dire, bon, dis donc, c'était vraiment intense ce moment, j'ai été très en colère, je suis bien redescendue, mais en fait c'était fatigant, bah du coup je vais prendre un peu soin de moi, et ça c'est aussi une façon de réguler après coup. On peut réguler avant, on peut réguler pendant, on peut réguler après. Donc voilà un petit peu. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit? Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Est-ce que, avant qu'on termine ce live, je vais enlever la petite roue des émotions, est-ce que vous avez des questions sur quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pu vous dire qui n'étaient peut-être pas claires? Je ferai un live, du coup, je pense, la semaine prochaine, spécifique sur les besoins, parce que c'est un énorme sujet, les besoins aussi. Comment reconnaître ses besoins? Je me pose, moi, la question de même faire à terme des sessions de coaching en groupe, en live, sur les besoins, de permettre aux gens qui le souhaitent de travailler sur leurs besoins en direct. Je me dis peut-être ça peut être cool. J'ai vraiment adoré le format, bah, cool, merci. Je veux une synthèse sur papier. Eh bien, John McClane, elle existe. C'est mon livre. Tu peux l'acheter pour seulement 9,95 €, disponible dans toutes les librairies et sur Amazon et à la Fnac et chez Cultura. Tu auras toute la synthèse ainsi que de magnifiques outils à l'intérieur, très bien décorés. Cela dit, je fais une parenthèse, ils sont très bien illustrés par Louise, qui s'appelle La Ville et les Nuages sur Instagram et qui fait des dessins magnifiques. Et non seulement tu as un résumé papier, mais donc tu as des outils et il y a même des jeux de cartes pour travailler les émotions, où tu peux faire des petites... hop là, tu tires une carte, tu dis la colère, qu'est-ce que c'est? Et tu as derrière le besoin générique, son rôle, comment on la reconnaît, tout ça, tout ça. Très subtil. Bah merci, attends. Donc voilà. Non mais sinon, le replay, ça sera dispo. Je crois que ça reste une semaine sur Twitch. Comme j'ai un abonnement Prime, je me demande si c'est pas un mois, mais de toute façon après je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc tu peux regarder à nouveau ce live quand tu le souhaites. Et comme tu as la chance, John McClane, de me connaître personnellement, tu peux même m'envoyer un texto et je te répondrai, si tu le souhaites, sur toutes les questions que tu veux. Et sinon, je fais des lives régulièrement et vous pouvez venir me poser vos questions, même si on est sur un autre sujet. De toute façon, typiquement, les besoins, la semaine prochaine, on sera obligé de reparler des émotions. Donc voilà, vous pouvez revenir par exemple sur un autre sujet et me poser privilège, et oui, quel privilège, et me poser vos questions sur d'autres lives. Donc voilà, je vous donne un petit peu juste le programme de la semaine, du reste de la semaine sur cette chaîne. Et pendant ce temps, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, enfin des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat avant qu'on termine. Je reviens demain à 18h. Je serai en compagnie d'Élise, qui est entrepreneur comme moi. Moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Et on va faire un live où on va parler d'entrepreneuriat. Et on va parler de ce qu'on a appelé les pièges de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tous ces trucs qu'on fait tous et toutes quand on se lance dans l'entrepreneuriat
et dont on aurait bien aimé, elle et moi, qu'on nous dise plutôt que ces trucs existaient et qu'il y avait des moyens de faire différemment. Donc voilà, on parlera de ça demain soir toutes les deux. Et sinon, tous les dimanches, j'ai commencé il y a 2 dimanches un programme qui s'appelle, non, je n'avais pas le livre là, mais qui s'appelle Libérer sa créativité. Ah bah si, je l'ai dans Twitch, il est dans OBS, il est là. C'est ce livre-là, qui est donc un programme sur 12 semaines que je fais en même temps que vous et que tous ceux qui le souhaitent. C'est pas grave si vous n'avez pas suivi les 2 premières semaines, et vous pouvez venir quand même discuter avec nous de créativité et vous moquer de l'autrice parce qu'on rigole beaucoup d'elle avec beaucoup de bienveillance évidemment. Bravo Lolo, à demain peut-être. Bah écoute, avec grand plaisir, ne m'appelle plus jamais Lolo, s'il te plaît, Johan, merci. Pour le coup, ça a un impact de ouf sur ma créativité. Ouais, le programme est très stylé. Donc on le fait tous les dimanches à 18h. On est à la semaine 2 et on fera la semaine 3 ce dimanche. Donc voilà pour le programme de la semaine. Et du coup, semaine prochaine, je sais pas si je garderai la même heure, le mercredi 21h. Je pense que comme je débute sur Twitch, je pense que je vais essayer des heures différentes. Donc voilà, on ne sait pas quand aura lieu le prochain live la semaine prochaine sur ce format-là. En tout cas, je le mettrai dans ma bio, il y a une partie programme, certainement lundi, dimanche soir ou lundi, je mettrai ça à jour et il y aura le programme de la semaine prochaine pour le live sur les besoins, cette fois-ci. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, merci beaucoup d'avoir été là, merci pour toutes vos participations et vos questions. Gildas, tu es particulièrement bienvenue puisque tu portes le nom de notre mascotte nationale et que je crois que c'est ton arrivée qui l'a fait monter non pas niveau 2 mais qui l'a fait débuter son avancée vers le niveau 3. Et sachez qu'au niveau 15, je crois, 13 ou 15, il change de couleur. Il y a un moment donné, il va changer de couleur de bandana. Donc on a tous très envie de voir ça. Voilà, bonne soirée à tous, et à toutes, peut-être qu'il y a des femmes aussi. Et puis, eh bien, à demain pour celles et ceux qui le souhaitent pour le live sur l'entrepreneuriat. Et voilà, bonne soirée. Je vous laisse en musique et je laisse le live quelques instants. Déjà parce que la musique est cool, et aussi si vous voulez continuer à poser des questions dans le chat, j'y répondrai dans le chat. Bonne soirée, salut!